Où peut-on faire un trajet en taxi autonome en 2025? Alors ça c'est intéressant, certainement pas en France à mon avis. La Chine domine, sans doute. Ah bah il y a une carte, voilà. Abu Dhabi apparemment vous pouvez aussi. San Francisco, Los Angeles, Phoenix, Austin, Atlanta pour les US. Et toutes les villes de Chine qui sont citées ici, du coup. Ouais, ils ont même fait un visuel avec les marques et tout. Waymo, Phoenix, San Francisco, Los Angeles, Austin, Atlanta. Tesla, c'est que Austin. Apollo, c'est en Chine. AutoX également. Deeproot AI, c'est en Chine aussi. Bon, il y a plein de trucs en Chine. Séoul. Alors, Abu Dhabi, WeRide, du coup. Plus la Chine. Et Sivia, c'est à Séoul, en Corée du Sud. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la Corée du Sud aussi, du coup. Incroyable. Bon, vous remarquerez qu'il n'y a rien en Europe, hein. C'est catastrophique, quoi. J'aurais bien testé quand même, mais bon, s'il faut aller dans les pays, aux États-Unis, etc., ou en Chine, un peu la flemme, hein. Tout d'abord, il faut composer avec des réglementations beaucoup plus strictes. Ensuite, le passé historique du vieux continent a laissé en place des villes qui ne sont pas dimensionnées comme les mégalopoles chinoises ou américaines. Nos capitales sont pour la plupart composées de rues étroites. Ça ne facilite pas les déplacements de taxis autonomes. Enfin, et il faut bien le reconnaître, nous n'avons pas de champion en la matière. Des projets ont été annoncés. Le Croat Trimac a par exemple annoncé sa volonté de se positionner sur ce marché en 2026, avec le lancement de taxis autonomes à Zagreb. En France, il y a quelques navettes électriques autonomes qui circulent, mais il s'agit essentiellement de tests. Renault a mis par exemple 2 minibus électriques en service à Valence. Ah oui, tiens, bon. Ok. Alors moi, ma position sur la voiture autonome. Pour tester, pourquoi pas, une fois ou deux. Maintenant, de là à avoir une voiture autonome tout le temps, qui me conduit d'un point A à un point B H24, que je peux pas conduire ma propre voiture, non, ça m'intéresse pas en fait. Mais pour tester, oui, par curiosité, oui, comme tout le monde, hein, je pense que on aimerait bien voir ce que ça donne. Monter dans une voiture autonome, voir ça de nos propres yeux. Après, il y a des vidéos qui tournent, hein, évidemment, mais c'est pas pareil que d'être dedans, quoi. Mais non, je vais continuer d'avoir une voiture pour la conduire, en fait. J'ai pas envie d'avoir une voiture autonome sans volant ni pédale. Ça m'intéresse pas. 24 heures du Mans, c'est pour quand l'hydrogène? La catégorie hydrogène, ce serait bien ça. C'est un premier pas, déclare Nakajima, triple vainqueur de l'épreuve, désormais vice-président de Toyota Gazoo Racing. Tiens, il a fait du chemin, lui, il était pilote de F1 à l'époque aussi. Le voilà vice-président de Toyota Gazoo Racing Europe, quoi. Pour arriver à un niveau de performance satisfaisant, nous devons encore améliorer la technologie. Nous devons encore en apprendre beaucoup sur les pompes et sur les infrastructures. Cette voiture doit démontrer que ça marche. On a eu un projet Garage 56, déclare la CO. Donc Bernard Niclot, chargé du développement de l'hydrogène auprès de la CO. C'est le seul projet crédible que j'ai vu à ce jour, mais malgré tout, la voiture pouvait courir peut-être 6 tours avec un temps de recharge de 15 minutes. 15 minutes! Précisons que les hypercars actuels rentrent au stand pour faire le plein en une trentaine de secondes tous les 12 tours, soit tous les 160 km environ. Un ravitaillement à H2 gazeux est aujourd'hui réalisable en 90 secondes environ, contre une dizaine de minutes d'immobilisation pour une recharge rapide sur batterie, même avec des bornes les plus performantes. Les constructeurs sont aussi demandeurs. Toyota fait logiquement partie des pionniers. La marque japonaise commercialise sa Mirai depuis une décennie. En compétition, le constructeur expérimente sa Corolla H2 Concept. Il y avait aussi Alpenglow HY6. Bruno Fama avait déclaré qu'il travaille sur le sujet. Alors, ok. Bon, il y a d'autres acteurs, hein, Hyundai Kia, etc. Bon. La volonté des organisateurs rencontre donc l'intérêt des constructeurs, mais la catégorie destinée aux véhicules H2 n'est pas encore une réalité. L'an dernier, Pierre Fillon, président de la CO, a indiqué que l'hydrogène arrivera en 2028. Ce vendredi, il n'a pas fixé de date de lancement lors de la conférence annuelle. 2028, c'est dans 3 ans, il a le temps de fixer une date au pire. Une première catégorie H2 devait voir le jour l'an dernier. Le chemin réglementaire fixé rappelait celui tracé par la Formule E. Il proposait ainsi des composants communs à tous les concurrents, mais laissait la liberté sur la chaîne de puissance pour les constructeurs désireux de s'engager. Le 21 janvier 2021, la CO a annoncé même une collaboration entre Red Bull Technologies et le spécialiste français Oreca. Les constructeurs n'ont pas saisi cette opportunité. Ok, ça a bidé donc. Ok, alors, bon, au final, on sait pas trop quand ça aura lieu. Oh là, l'article est trop long, mais c'est pas possible. Non, automobile propre, non. Pourquoi vous faites ça? Mais c'est insupportable. Non, mais c'est quoi ça? Je lis pas tout, c'est bon, hein. Non, 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 faut arrêter là. Non, non, non. Bon, on va abréger les souffrances. Franchement, là, c'est abusé de faire un article si long, je comprends pas en fait. Le truc, c'est un quart d'heure de lecture littéralement, quoi. C'est juste pas viable. Vous croyez vraiment, chez AP, vous croyez vraiment que les gens vont tout lire? Franchement, c'est pas possible. Bon allez, je résume via ChatGPT. Flemme, c'est bon au bout d'un moment.
Nouveau report. Lors d'une conférence en marge des 24 heures du Mans 2024, la CO et la FIA ont officiellement annoncé un nouveau report. L'hydrogène en course est désormais attendu en 2028 avec une possible extension jusqu'à 2030. Ah oui, donc en fait, ils savent pas vraiment quoi, hein. La technologie évolue également et l'hydrogène gazeux initialement envisagé pour les premiers prototypes peut être remplacé par de l'hydrogène liquide, notamment pour améliorer la densité énergétique. En matière de motorisation, le choix se tourne désormais vers des moteurs thermiques à hydrogène plutôt que des piles à combustible. Ces moteurs thermiques fonctionnant à l'hydrogène semblent plus viables pour la compétition avec comme principal avantage des rejets d'eau. D'accord, alors ça sera peut-être plus simple technologiquement parlant, effectivement. Donc en résumé, objectif initial 2026, premier report 2027, nouveau report 2028, voire 2030. Technologie envisagée, passage d'hydrogène gazeux à hydrogène liquide, et moteur thermique à hydrogène plutôt que pile à combustible. Ok. Bah écoutez, voilà, là c'est clair et c'est limpide. Et merci ChatGPT de résumer ça, hein. Plutôt que de se taper une demi-heure de lecture, hein. Bon, j'exagère un peu, mais... Bon, bah moi j'ai hâte de voir ces engins hydrogène, même si je suis pas fan d'hydrogène, hein, attention. Mais bon, pour la compétition, pourquoi pas, en vrai, hein. Voir comment ça peut se passer, etc., quoi, si c'est au fiable ou au point, quelle distance ça peut parcourir par rapport au thermique pur, hybride. Donc, ouais, beaucoup de questions en suspens, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Donc, soit 2028, soit 2029, soit 2030. Ford promet autant d'autonomie avec un tiers de batterie en moins. Alors, comment veut-il faire ça chez Ford, voyons? Ford annonce une nouvelle approche pour ses VE, celle d'offrir une autonomie similaire à celle de la concurrence tout en utilisant des batteries jusqu'à un tiers plus petites. L'objectif est de rendre les VE plus abordables, plus efficaces. C'est le but, hein, effectivement. Maintenant, comment ils vont faire, quoi? Doug Field, responsable des VE chez Ford et ancien cadre de Tesla, explique que l'obsession pour l'efficacité de l'entreprise permettra à ces futurs modèles de parcourir la même distance avec moins de batterie. Si ça fonctionne, ce serait un changement par rapport aux pratiques actuelles, où les VE utilisent souvent de grosses batteries lourdes et coûteuses. Le premier modèle à adopter cette approche sera un pick-up de taille moyenne, proposé sur le marché américain à 30 000 $, basé sur la plateforme Ford Universal EV. Sa batterie fera environ 50 kWh, la moitié de celle de l'actuel F-150. Ford n'a pas précisé l'autonomie exacte, mais l'objectif est de combiner des batteries plus petites et conception plus efficace pour maintenir de bonnes performances. Ouais, mais il n'y aura pas de miracle, je veux dire, une architecture de pick-up, en plus, c'est pas du tout aérodynamique. Ils vont, même s'il est à peu près léger, plus que le F-150 forcément, il n'y aura pas de miracle, hein. 50 kWh dans un pick-up, ça n'ira pas plus loin que 350 km, hein. Au mieux, quoi, hein. Réduire la taille des batteries pourrait diminuer considérablement le coût des VE, car elle reste l'élément le plus cher des VE. Une batterie grande autonomie peut coûter jusqu'à 20 000 euros à elle seule. Une batterie plus petite, associée à une meilleure aérodynamique et à de nouvelles techniques de fabrication, pourrait rendre les VE plus accessibles. Pour y parvenir, Ford mise sur plusieurs innovations. La nouvelle plateforme réduit le nombre de pièces de 20%. Elle utilise de grandes pièces en aluminium et intègre la batterie dans le plancher du véhicule, réduisant ainsi le poids et le coût des matériaux. Le constructeur a également développé une méthode de production appelée Assembly Tree pour concevoir les véhicules plus efficacement. Bon. Après, sur le papier, l'idée est bonne. Maintenant, j'attends de voir concrètement ce que ça va donner avec leur nouveau VE.